Euh, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette rencontre dans ce bel, dans cette belle salle du conseil départemental Kléber-Lousteau. Rencontre organisée donc dans le cadre des rendez-vous de l'histoire, en partenariat avec la revue L'Éléphant que je représente aujourd'hui. Il sera bien sûr question de voyage, de désert. Voilà, ce sont sans doute les mots qui vous ont attiré, ici aujourd'hui, ou alors ce sont les noms et les noms de nos invités ce matin qui vous ont rassuré en disant bah voilà, je sais qu'on va entendre des choses intéressantes. Je dis ça pour leur mettre un petit peu la pression. Et donc l'occasion de cette rencontre nous est fournie par la parution de deux ouvrages dont je voudrais présenter les auteurs et présenter l'ouvrage qu'ils ont écrit sur ce sujet-là. Et je commence par vous, Marie Gautron. Vous êtes enseignante, chercheuse retraitée à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez plutôt une formation de lettres et d'histoire de l'art. Vous êtes docteur en histoire de l'art, agrégé de lettres. Et vous avez enseigné différentes choses, des lettres, de l'histoire, de la théorie de l'art à l'ENS. Je mentionne parce que dans votre livre, on voit qu'effectivement, il n'y a pas tellement de barrières dans toutes ces sources que vous utilisez. On reviendra là-dessus. Et votre champ de recherche s'articule autour de la réappropriation des objets collectés, en particulier en contexte colonial en Afrique de l'Ouest, l'histoire du paysage et bien sûr aussi l'invention du désert. Et vous publiez ce très beau désert du Moyen-Âge au XXIe siècle dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard, dont on va parler. Et puis, donc, vous, Sylvain Venner, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes un spécialiste d'histoire culturelle. Vous avez publié, c'est pas la première fois que vous publiez sur le voyage, vous avez publié notamment Panorama du voyage, les belles lettres en 2012. Un jardin des colonies avec Thomas Reverdy en 2017 chez Flammarion, une histoire du monde au XIXe siècle avec Pierre Singaravelou dans lequel il était sans doute aussi question de ces sujets-là. Il y a 2 ans, vous veniez parler des guerres lointaines de la paix, paru chez Gallimard en 2023. Et un autre de vos livres précédents, je le signale parce qu'il y a une réédition en poche, je crois, toute récente en point, c'est sur les origines de la France. Sujet dont vous disiez tout à l'heure que paradoxalement, il passionne les Français, en tout cas le public de Blois ici. Et dans une autre vie, ou alors c'est la même vie complémentaire, vous êtes scénariste de bande dessinée. Et vous avez publié récemment L'écrire du crime avec Hugues Micol en 2024 chez Delcourt. Et vous dirigez une collection que certains d'entre vous ici connaissent bien, c'est l'histoire dessinée de la France. Coédition La Découverte, la revue dessinée. Et vous aviez signé le premier volume avec Étienne Davodo, cette fameuse balade nationale en 2017, où on croisait certains des personnages qu'on va croiser aujourd'hui. Je pense à Michelet en particulier, qui faisait une entrée fracassante dans l'univers de la bande dessinée. Et puis voilà, d'autres choses aussi dans ce domaine de la bande dessinée, avec une collection chez La Découverte Delcourt. Et puis donc vous publiez cette année chez CNRS Éditions ce Pourquoi voyager, 17 leçons du 19e siècle, qui nous emmène voyager précisément dans ce 19e siècle. Alors bien sûr, il ne sera pas que question du 19e siècle aujourd'hui, ne serait-ce que parce que votre ouvrage, Marie, nous emmène entre le Moyen-Âge et le 19e siècle. Je voudrais commencer justement par vous demander, Marie Gautron, pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet du désert ou des déserts? Bonjour à toutes et à Ça marche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que j'ai choisi de travailler sur cette question parce que depuis très longtemps, je me suis demandé pourquoi l'Occident et singulièrement les Français ont éprouvé cet intérêt, parfois cette passion ou fascination pour les vastes pays arides. Et il se trouve que vaste pays aride, c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui nous nous représentons un désert. Quand on dit désert, en général on imagine une dune, un chameau peut-être. Or, cette image est en réalité extrêmement récente. Elle naît progressivement à partir du XVIIIe siècle et elle est rendue possible par
les mutations de nos représentations du paysage, en particulier ce qu'on appelait les déserts étaient par définition affreux, c'est-à-dire les vastes pays sauvages, qui vont devenir quelque part entre la Renaissance et l'âge classique de beaux déserts, puis des déserts sublimes. Or, cette question est en réalité sans racine dans un imaginaire beaucoup plus ancien, puisqu'il faut le faire remonter à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire à ce moment où arrive en Occident, et d'abord sur nos rives méditerranéennes, sur les rivages provençaux, les récits, les vies des pères du désert. Donc, dès la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, les écrits de Saint Jérôme autour de Paul, de Thèbes, Saint Antoine, etc., suscitent un enthousiasme spirituel absolument extraordinaire qui va très vite s'emparer de toute l'Europe. Voilà, donc c'est une question très complexe parce que, en effet, cet imaginaire-là naît dans des mondes au Proche-Orient où, quand on veut quitter le monde habité, on se trouve effectivement dans des espaces arides. Toute la question pour l'Occident va être que faire, comment transposer en quelque sorte ces représentations dans nos pays de vertes campagnes, de pâturage, etc. Donc c'est cette longue histoire que j'essaye de raconter depuis l'arrivée de l'imaginaire du désert qui va très vite prendre des formes tout à fait opposées à celles des pays arides, à savoir l'île et la forêt surtout. Quand Tocqueville donc Tocqueville, on est au XIXe siècle, revient de visiter les forêts primaires américaines, il intitule son récit 15 jours au désert. Fontainebleau est un désert de proximité pour le Parisien du XIXe siècle. Donc l'image la plus courante du désert va rester la forêt jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc c'est cette histoire complexe, d'autant plus complexe que quand on dit désert, dans la tradition spirituelle, on évoque presque moins un espace concret qu'un espace intérieur, un espace spirituel que j'ai tenté de raconter à travers des images, donc sur du temps long. Vous dites, donc vous expliquez que c'est un tropisme français, ça veut dire que c'est proprement français, ou est-ce que c'est simplement que vous avez choisi de vous concentrer plutôt sur la manière dont la France, ou en tout cas le territoire, les gens qui habitent ce territoire depuis longtemps, envisagent cette question du désert? Alors, ce tropisme n'a rien de français. D'ailleurs, on peut même pas dire qu'il soit européen, puisque il habite les premiers. Enfin, il habite par exemple les Mormons qui vont conquérir les États-Unis, enfin, l'Amérique du Nord, puis avec toute l'histoire de la conquête de l'Ouest. Mais c'était un sujet, vous l'imaginez, affreusement vaste. Et il y a une spécificité française à laquelle j'ai choisi de m'intéresser. C'est-à-dire que l'histoire fait, je pense en particulier au moment fondateur de l'expédition de Bonaparte en Égypte, puis bien sûr et de manière superlative la conquête de l'Algérie et de ce qu'on a nommé de cet affreux euphémisme de la pacification du Sahara. Le fait que le Sahara va précisément être la frontière méridionale de la France pendant toute la période de la domination coloniale de l'Algérie, tous ces éléments historiques font que les liens entre qu'il y a une passion particulièrement forte pour le désert, un intérêt particulièrement fort pour le désert, une connaissance des savoirs multiples qui se constituent très tôt, donc au cours du XVIIIe, mais de façon majorée évidemment à partir de 1798. Alors, on voit bien comment tout nous conduit au 19e siècle, finalement, si j'ai bien compris. Mais Sylvain Venère, peut-être pas pourquoi le 19e siècle, on comprend que c'est un siècle important dans vos recherches, mais pourquoi ce livre sur le voyage au 19e siècle? Alors moi, quand je cherchais un sujet de thèse, il y a longtemps maintenant, j'étais allé voir ce qui est devenu mon
mon maître, Alain Corbin, et je lui avais dit que je ne savais pas trop, j'hésitais un petit peu. Et il m'avait dit, il y a un sujet quand même auquel je pense moi-même, pour moi, mais je n'aurai pas le temps de le traiter, je crois que c'est un beau sujet, c'est le désert. Il m'avait dit, franchement, parce que vous voyez, c'était un peu l'âge d'or du Paris-Dakar à l'époque. Donc, vous voyez, quand on pense au Paris-Dakar aujourd'hui, et qu'on pense par contre à ce qui entoure la légende de Rimbaud, sur les rives de la mer Rouge, enfin, il me semble que tout de même les choses ont changé. Et j'étais bien d'accord avec lui. Puis il m'avait parlé de Rimbaud. C'était à l'époque, je lisais beaucoup de poésie. Je m'étais dit, voilà un super sujet. Je m'inscris en DEA, à l'époque, ça s'appelait, pour démarrer une recherche de long cours sur le désert au 19e et 20e siècle. J'ai failli vous piquer votre sujet. Et puis, c'est en travaillant là-dessus que je me suis aperçu que finalement, on croit qu'on a un sujet. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était finalement l'aventure au désert. Et puis, de l'aventure au désert, je suis passé sur le mythe de Rimbaud. Puis finalement, ce qui m'a retenu, c'était l'aventure. Et pas seulement au désert. Et du coup, après, j'ai travaillé énormément sur essentiellement le 19e siècle, parce que c'était là qu'il me semblait que les choses se passaient, alors qu'au départ, c'était assez flou dans ma tête. Ça pouvait aller assez loin jusqu'au Paris-Dakar, d'une certaine façon. Et à l'époque, il faut se représenter, donc là je vous parle il y a 30 ans, à l'époque, il y a une trentaine d'années, quand vous vous engagiez à travailler sur le 19e siècle, vous aviez le sentiment de travailler sur les origines de notre présent. Le 19e siècle, c'était quand même le siècle de cette matrice romantique dans laquelle on vit encore, c'était le siècle des révolutions, de l'avènement de la République, c'était le siècle de Victor Hugo, de Louis Pasteur. Ben aujourd'hui, en 2025, quand vous dites que vous travaillez sur le 19e siècle, eh bien, il faut commencer par s'excuser. Vous travaillez sur un siècle sexiste, sur un siècle raciste, sur un siècle impérialiste, sur un siècle pollueur. Les choses ont changé. Et donc, moi, depuis une trentaine d'années que je travaille sur le 19e siècle et beaucoup sur la question du voyage et de l'imaginaire de l'aventure et de la naissance du tourisme, enfin, toutes ces choses-là, je vois que les choses ont changé. Et que ce qu'on va, par exemple, chercher ce qui est intéressant de chercher dans les origines les origines du tourisme, disons, c'est peut-être une partie des mots qui affectent aujourd'hui l'imaginaire du tourisme, vous savez, pour lesquels on parle de surtourisme parfois, cette idée que, en fait, en prenant l'avion pour aller visiter des pays lointains, en réalité, on détruit ce qu'on prétend chérir. Et finalement, ça, c'était déjà le cas au XIXe siècle, quand les touristes étaient accusés de détruire la beauté des paysages par leur simple présence, ou de vandaliser les monuments à force de vouloir en rapporter des objets souvenirs. Et donc on a un regard, il me semble, aujourd'hui, qu'on porte sur le XIXe siècle, qui n'en fait plus tout à fait une origine glorieuse de notre présent, mais un problème. Et comme le disait naguère Michel Foucault, finalement, on ne fait bien de l'histoire que quand on a d'abord identifié un problème. Et ce qui va rendre, je pense, aujourd'hui, les études sur le XIXe siècle plus aiguës, plus actuelles peut-être qu'elles l'étaient il y a 30 ans. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à la question de... Déjà, vous avez donné quelques éléments, vous avez cité des noms, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos sources, de la matière que vous utilisez. Marie Gautran, vous dites que c'est un livre, ce livre est une histoire d'image, au sens premier du terme, et on en a quelques-unes qui s'affichent ici, mais pas seulement. Donc, quelles sont les sources que vous avez utilisées? J'ai l'impression que la littérature joue une place importante, et dans les deux cas, on pourrait revenir avec vous aussi, Sylvain Venner. Dites-nous un petit peu quelles sont vos sources principales, les sources sur lesquelles vous avez choisi de travailler, précisément parce que vous travaillez peut-être aussi sur des représentations. Alors, merci. Je crois que je travaille sur les images au sens le plus extensif du mot image, c'est-à-dire dans les images matérielles. Vous avez à l'écran une fresque qui a été peinte en Italie au XIe siècle, qui représente l'espace érémitique par excellence, puisqu'il s'agit de la grotte de Paul de Thèbes, à qui Antoine rend visite.
avec tous les stéréotypes du désert, des pères du désert, c'est-à-dire ce lieu, la montagne et la grotte, avec la source et le palmier qui permet d'y vivre, d'y survivre, dans un état de méditation. Mais je travaille tant sur ces images concrètes qui vont de l'icône à l'art vidéo aujourd'hui, que sur les images mentales, c'est-à-dire tout ce qui peut être suscité par la découverte d'un paysage, d'un objet visuel, ou évidemment d'un écrit, et des écrits de toutes sortes. Donc, je me suis intéressée à des corpus de toutes sortes, aussi bien écrits, récits de voyage que textes scientifiques ou écrits militaires, la presse, bien sûr, à partir du moment où elle se développe. Et voilà, donc les sources, elles sont de toute nature, en somme. Et pour ce qui est de la littérature, alors peut-être c'est des choses qui sont là, peut-être les périodes les plus anciennes vous emmènent davantage à étudier des images, mais il y a déjà des écrits beaucoup. Est-ce qu'il y a des écrivains qui ont joué un rôle important dans dans ces représentations qu'on a aujourd'hui ou dans l'évolution de ces représentations? On pourrait en citer d'innombrables, bien sûr. Enfin, je ne sais pas à quelle période vous pensez plus particulièrement, mais vous allez rencontrer aussi bien des auteurs du grand siècle, ou même du XVIIIe d'ailleurs. Je pense par exemple à cette correspondance de cette femme étonnante, cette femme ermite, Jeanne, qui s'est retirée dans un désert dans les Pyrénées et dont la correspondance spirituelle circulait à la cour du roi, que un peu plus tôt les magnifiques écrits de La Fontaine sur la solitude et sur ce qu'on appelait désert au grand siècle, à l'époque de la Thébaïde de Port-Royal, car c'était une véritable Thébaïde en son temps, célébrée par Madame de Sévigné, aux auteurs les plus contemporains. Tout le monde a évidemment en tête Jean-Marie Leclésio ou sa femme, avec qui il a écrit un très beau livre, Jean des Nuages, avec une magnifique photographie, ou des artistes photographes ou cinéastes. Pensons par exemple à Raymond Depardon, immense photographe et réalisateur, qui a beaucoup écrit, travaillé au désert et sur le désert. Voilà, j'ai enjambé le 19e siècle, le siècle de l'exploration. On va trouver aussi bien les écrits du grand Duveyrier, l'inventeur, entre guillemets, enfin, c'est pas le premier, d'autres avaient découvert le monde touareg avant lui, un peu avant lui, mais tout de même, dans la langue française, c'est bien lui qui l'a fait découvrir, ou Chateaubriand, ou Lamartine, d'immenses inventeurs du désert sublime au XIXe siècle. Voilà. Mais il faut aussi penser à la musique. Il n'y a pas que les images et les textes, il y a aussi la musique. Le désert a fait fureur au XIXe siècle grâce à l'œuvre d'un artiste saint-simonien, Félicien David. Son désert a contribué à l'essentialisation du désert, probablement autant que les récits de voyage, que le voyage de Chateaubriand ou les poèmes de Lamartine. J'ajoute une chose, c'est que évidemment, j'ai pris en compte également la littérature, enfin, les textes de langue arabe, par exemple, à partir du moment où ils ont été massivement traduits et donc où ils ont contribué à refaçonner l'imaginaire occidental et singulièrement français du désert. C'était l'évocation de Lamartine qui me faisait penser, la poésie anté-islamique du poète Antar, dont il a fait en quelque sorte l'incarnation du désert spirituel, du désert sublime, sont des figures des auteurs, des poètes qui entrent très tôt dans notre imaginaire du désert, et avec évidemment un afflux massif au XXe siècle.
Alors, Sylvain Venner, il y a quelques noms qui apparaissent aussi dans votre livre. Je pense à Chateaubriand en particulier, qui est un peu au début de ce livre. Vous écrivez à un moment donné dans votre livre, vous dites si on ne vient pas seulement de l'espace qu'on a parcouru, mais aussi de tous ceux qui l'ont pensé et rêvé avant nous. Donc, au-delà même du désert, on voit que le voyage s'inscrit dans les pas de prédécesseurs qui peut-être inspirent la raison même du voyage. Donc, pourquoi on croise dans votre livre sur le voyage beaucoup d'écrivains, peut-être plus que de voyageurs eux-mêmes qui n'auraient pas raconté ce voyage? Oui, on peut faire l'histoire du voyage avec des sources infiniment variées, mais pour rester sur la question des littératures, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que c'est le 19e siècle qui invente le récit de voyage littéraire. En gros, on peut trouver des récits de voyage magnifiquement écrits au 16e, au 17e et au 18e siècle, mais les gens qui écrivent à l'époque moderne écrivent dans le but de rapporter des connaissances de leur voyage, et en général, la personnalité du voyageur s'efface par rapport à l'intérêt des spectacles observés, des choses vues. Il arrive au temps moderne que le voyageur se mette en scène, mais c'est sous une forme bien codifiée qui est la forme de l'anecdote. Vous racontez une anecdote de voyage, donc elle vous met en scène vous, mais elle n'a d'intérêt que par la morale qu'elle va délivrer sur les sociétés que vous avez visitées. Ce qui s'invente alors au tournant des 18e et 19e siècles, mais dans le cadre du monde, de la langue française, on a une date hyper commode qui est la publication de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand en 1811. C'est effectivement un nouveau modèle de récit où ce qui compte, c'est la personnalité du voyageur, ce que Chateaubriand explique dans sa troisième préface, ses émotions, ses sentiments, ses aventures. Et ce qui va signaler ça tout au long des deux siècles et demi, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment des prédécesseurs à Chateaubriand, Goethe, Bernardin de Saint-Pierre, Laurence Sterne, Dupaty, qu'on a oublié aujourd'hui, mais disons, Chateaubriand, ça marche bien. 1811, on bascule quand même dans autre chose. Ce qui va manifester ça, par exemple, au XIXe siècle, c'est l'invention des premiers recueils de récits de voyage littéraires, en particulier les recueils de Théophile Gautier, qui rassemble tous ces voyages dans des petits bouquins où il raconte, il fait des sortes de compilations de ces voyages, des voyages qui peuvent être à Londres, en Hollande, en Égypte, en Espagne, un peu partout. Et on voit bien que si vous rassemblez tous vos voyages dans un seul volume, c'est parce que ce qui compte, ça n'est pas comme autrefois les spectacles que vous avez observés, les régions que vous avez visitées, mais l'œil que vous avez posé dessus. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose d'important sur lequel on continue à vivre. Évidemment, l'appellation écrivain-voyageur que nous on connaît bien aujourd'hui, elle est récente. Elle date en gros des années 1980, de la gloire du vieux Nicolas Bouvier, de la création du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, ce genre de choses. Mais finalement, ce motif un peu publicitaire de l'écrivain voyageur, c'est quelque chose qui repose sur cette création de la littérature de voyage du 19e siècle, avec notamment ce que dit très bien Lamartine dans son Voyage en Orient, c'est-à-dire quel est l'intérêt de la littérature de voyage, c'est d'être, dit Lamartine, le regard écrit. Sauf que pour être le regard écrit, ça appelle un art supérieur, et ce qui va distinguer l'artiste du touriste, c'est cette capacité à mettre des mots ou des dessins, dans le cas des peintres, sur les spectacles qu'ils ont vus. Donc ça, c'est une première raison qui fait que quand on est sur le 19e siècle, la littérature, c'est une source importante parce qu'on a un genre qui s'est créé et pour lequel on a réservé des rayonnages dans les librairies et qui continue aujourd'hui à se vendre très bien d'ailleurs. Il y a aujourd'hui encore des écrivains qui se définissent essentiellement comme des auteurs de littérature de voyage. Et l'autre raison, c'est que, parallèlement à ça, on a, et notamment les écrivains, mais pour le coup pas que, essayé de définir l'essence du voyage. On a justifié le voyage par le simple voyage lui-même. Tout le mouvement du 19e siècle consiste à dire qu'il est légitime de prendre la route pour autre chose qu'une mission. Vous ne partez pas seulement parce que vous êtes, comme les 4 sortes de voyageurs de long cours dont parlait Rousseau en 1755, les soldats, les marins, les marchands et les missionnaires. Vous pouvez aussi prendre la route uniquement pour le désir de jouir du spectacle du monde. Et ce désir de jouir du spectacle du monde, il s'incarne dans une figure dont nous sommes tous les héritiers, c'est le touriste.
celui qui ne va pas se déplacer pour autre chose que le désir de jouir du spectacle du monde. Avec cette tension entre d'un côté des écrivains qui savent jouir du spectacle du monde, la preuve, ils en rapportent des récits, et d'autres qui sont incapables de mettre en œuvre les modalités qui leur permettraient de jouir du spectacle du monde et qui sont les touristes, qui vont devenir les figures grotesques du voyage. Or, cet imaginaire du voyage, on le saisit quand même pas mal dans les sources littéraires. Ce ne sont pas les seuls, hein, évidemment, mais on le voit bien à l'œuvre. Alors, il y a aussi un mot important que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est celui d'aventure ou d'aventurier. Et vous en parlez tous les deux. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur, sur le sens du mot, peut-être le sens changeant du mot au XIXe siècle, en commençant par vous, Sylvain Venère, ce terme d'aventure qui est peut-être connoté positivement ou négativement selon les époques, il peut être aussi un début du voyage, non pas pour voir le spectacle, jouir du spectacle du monde, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la performance, peut-être. Oui, alors c'est justement, quand je reviens à ces années de thèse, c'est comme ça que partant du désert et abandonnant le désert, je m'étais concentré sur cette question d'aventure, parce que c'était quelque chose de tout à fait fascinant. Le mot est vieux, il date du XIIe siècle. Le mot aventurier est plus récent, mais il date quand même du XIVe siècle. Mais simplement, les aventuriers se sont incarnés dans différentes figures dans l'histoire. Un aventurier au XIVe siècle, c'est un mercenaire des armées de l'époque, puis ça va devenir au XVIIe, XVIIIe siècle un flibustier, un boucanier, ces gens qui partent au loin, dans les Caraïbes en particulier. Puis au XVIIIe siècle, ça veut dire un petit peu autre chose. L'aventurier, c'est l'intrigant des cours d'Europe, c'est Casanova, Cagliostro, ce genre de personnages. Mais au XIXe siècle, ça change un peu. Il y a quelque chose qui se passe de neuf. Dans la seconde moitié du XIXe, l'aventurier, ça devient celui que nous, en fait, on appelle un petit peu ainsi aujourd'hui, ce que Malraux appelait l'aventurier de Kipling, l'aventurier de Conrad, l'aventurier de l'Asie, disait Malraux, qui avait une fascination pour les aventuriers. Il a commencé sa carrière d'écrivain par, d'abord, commencé sa carrière comme se proposant lui-même en aventurier, en découpant des morceaux du Temple d'Ancor, et après en écrivant des romans dans lesquels il mettait en scène des aventuriers. Et donc ça, c'était un peu, c'est pour ça que j'avais abandonné le désert d'ailleurs à l'époque, parce que c'était quand même un mystère. Je me suis dit, mais pourquoi, vous avez un problème encore une fois, pourquoi est-ce que c'est, alors c'est difficilement datable, mais disons entre les années 1880 et les années 1910, qu'apparaissent ces aventuriers modernes dont on fait des vies, des modèles d'existence. C'est assez chic à partir de ce moment-là de dire qu'on est un aventurier. C'est un peu plus tardif pour les femmes, parce que les aventurières, il va falloir attendre l'entre-deux-guerres pour les dégager complètement du modèle de la courtisane qui emprisonnait la figure de l'aventurière. Mais dans l'entre-deux-guerres, il y a des aventurières ainsi désignées qui sont des modèles d'existence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle d'existence? On peut le trouver assez vite. Hein. C'est qu'en partant au loin et en menant une vie risquée, en frôlant les parages de la mort, on va vivre une expérience qui est de l'ordre de l'expérience poétique, qui est de l'ordre du dévoilement du sens caché du monde, de la saisie de son propre destin. Donc la question et on le voit à l'œuvre, on le voit dans la langue, on le voit dans la littérature qui s'invente, c'est le moment où on se met à parler d'une littérature d'aventure, c'est le moment où les critiques littéraires réfléchissent sur la littérature d'aventure. Le premier texte en français sur le roman d'aventure, c'est un texte de Jacques Rivière de 1913. Donc voilà, ça on peut le prouver. On peut prouver qu'à un moment donné, il se passe ça. Et la question, c'est pourquoi? Et là, forcément, c'est que de l'interprétation. Qu'est-ce qui fait qu'entre les années 1880 et les années 1910, on érige l'aventure en valeur, on en fait le centre d'une mystique moderne? Donc l'hypothèse que je formule au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a effectivement des grands mouvements à ce moment-là qui sont assez frappants. On dit en gros trois choses. On dit les transports aujourd'hui sont devenus parfaitement sûrs et rapides. Il y avait déjà le train et la navigation à vapeur, mais en plus maintenant il y a l'avion. Les communications, c'est pareil, il y a le télégraphe. Donc on a ce sentiment d'une aventure qui n'existe plus par le déplacement seulement. On dit les taches blanches ont disparu sur les maps mondes. Ça veut dire que l'inconnu géographique a disparu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'endroits où on peut aller en européen complètement inconnu. Ce qui est d'ailleurs partiellement faux entre 1880 et 1910, mais c'est pas grave, on le dit.
Et on dit enfin, et ça c'est encore plus faux, sous l'effet de la propagande impériale, que les espaces sauvages disparaissent, puisque vous avez cette propagande impériale dans beaucoup de pays d'Europe qui assure que les raisons qui font que les États se lancent dans une grande politique coloniale, c'est pour civiliser les peuples sauvages. Une fois qu'on a ces grandes maps-mondes à partir des années 1880, dans lesquelles non seulement il n'y a plus d'espace blanc, mais au contraire, il y a des espaces rouges, bleus, jaunes, qui indiquent les différentes colonies européennes, bon, ce sont des espaces dans lesquels la sauvagerie est appelée à disparaître. Donc, on fait disparaître le danger des déplacements, on fait disparaître l'inconnu géographique, on fait disparaître la barbarie ou la sauvagerie selon les textes. Et c'est dans ce contexte-là que l'aventure apparaît comme une valeur nouvelle, cardinale, susceptible de désigner l'orientation de toute une existence. Donc, on est obligé de penser que la mystique moderne de l'aventure, celle que nous on se représente, elle est une réaction nostalgique face aux transformations supposées de l'espace de la planète. Un monde qui est en train de devenir cadastré, comme le dit Henri Michaud en 1929, un monde qui est rincé de son exotisme, comme il le dit également, et ben c'est un monde dans lequel on va avoir la nostalgie des aventures supposées d'antan et qu'on va essayer de réinventer, comme par jeu. Jean Kaelevitch disait de l'aventurier qu'il était un homo ludens, l'homme qui joue, l'humain qui joue. Et c'est vraiment très très frappant parce que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez des grandes courses transocéaniques, le Vendée Globe Challenge, ce genre de choses, vous avez un discours qui arrive immédiatement et qui dit « Ah mais de toute façon, c'est une blague, ils ont des GPS, si leur bateau se retourne, on va leur envoyer un hélicoptère, ils font ça, mais en fait, la vraie aventure a disparu. » Alors que non, c'est précisément eux les vrais aventuriers, puisque ceux qu'on pouvait imaginer être les vrais aventuriers autrefois ne pensaient pas du tout être des aventuriers, ou en tout cas n'investissaient pas l'aventure de cette valeur qu'elle a depuis le tournant des 19e et 20e siècles. Alors Marie Gautron, ce jeu avec la mort qu'évoque Sylvain Venner, et bien sûr on a l'impression que c'est le domaine par excellence du désert, et cette question de l'aventure, elle est essentielle dans les représentations du désert. Oui, ce que vous venez de dire résonne évidemment très, très fortement pour moi du côté du parcours du désert, et singulièrement au tournant du siècle. Mais je voudrais peut-être revenir d'abord sur un autre aspect de l'aventure au désert, sa forme archaïque et spirituelle en quelque sorte. Si on pouvait peut-être mettre la seconde image, non celle-là, voilà. Là, vous avez sous les yeux un petit tableau de Giovanni di Paolo, un siennois archaïsant, qui représente, vous voyez, le Saint Jean-Baptiste part au désert, et il part, on le voit représenté deux fois. Une fois à la porte de la ville, de la cité, c'est-à-dire du monde habité, et une deuxième fois dans le locus horribilis du désert, qui est figuré par, dans la tradition byzantine, cette montagne qu'on suppose remplie pas seulement de grottes, mais de bêtes sauvages absolument terrifiantes. Alors, ce qui est représenté là, c'est l'aventure par excellence que constitue l'anacorèse. L'anacorèse, dans le monde spirituel, ça veut dire quitter ce mouvement par lequel on quitte l'espace habité pour aller au désert, précisément, qui est le lieu de tous les dangers. Pourquoi ? Parce qu'au désert, on y va pour rencontrer Dieu, mais on risque fort de rencontrer Satan. Et on va d'ailleurs immanquablement le rencontrer, pas seulement les bêtes sauvages, mais on va devoir se battre contre toutes les puissances du mal pour atteindre cet objet du désir qui est l'hésychia, c'est-à-dire la paix spirituelle. Et l'homme du désert, lorsqu'il vivra vraiment de l'esprit du désert, fera du désert une sorte d'Éden, à telle enseigne du reste que les animaux sauvages viendront se coucher à ses pieds. Alors, ce modèle du désert comme espace dangereux que vous allez retrouver dans le monde initiatique de la forêt médiévale, avec toujours cette ambivalence, Dieu, Satan. C'est en fait un imaginaire qui va accompagner les esprits au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui, probablement, qu'on retrouve même, il y a une certaine rémanence de cette certaine idée du désert
dans un cinéma pas si loin que nous. Prenez Théorème de Pasolini, par exemple. Tout le fil rouge du film, ce sont des images d'un pays aride dans lesquelles, à la dernière image du film, l'un des principaux protagonistes s'en va en hurlant. Alors, le désert est par définition l'espace de tous les dangers. Donc, pour celui qui s'y risque, l'espace aventureux par excellence. Au désert, on risque de mourir de soif, les distances sont considérables avant la mécanisation, et on risque d'y rencontrer toutes sortes, selon les contextes, de barbares, de sauvages ou autres, entre guillemets, indigènes. Et on va se confronter de manière extraordinairement violente au danger du désert dans cette période que j'évoquais tout à l'heure, de la conquête du Sahara, de la domination du Sahara. Et on va se développer un mouvement complexe, symétrique, d'effroi et de fascination. Prenez par exemple l'héroïsation de la figure du peuple touareg, de la culture touareg. On va le construire comme l'ennemi idéal, en quelque sorte, celui d'entre tous les indigènes, entre guillemets, qui est à la hauteur de l'officier français. Donc effroi et fascination, voilà, qui vont se poursuivre jusqu'à ce que la conquête finisse par venir à bout, précisément, de l'ennemi et du danger majeur que représentaient donc toutes les formes de dissidence. Et là, je rejoins vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un moment tout à fait singulier qu'on peut dater au tournant du siècle, mais qui culmine après-guerre et puis à l'apogée du moment colonial dans l'entre-deux-guerres en 1930, où on commence à sentir qu'on a fini par tuer ce qu'on voulait vaincre et qui en même temps nous fascinait. C'est-à-dire qu'il y a ce moment d'une nostalgie anticipée qu'on entend très fort, par exemple, dans tout ce qu'on appelle la littérature saharienne, Joseph Perret, etc. On sait très bien que ces peuples qui nous fascinent, ces nomades dont le nombre se réduit de manière hallucinante dans cette période-là, bien évidemment, mais aussi chez Saint-Exupéry, qui dit, dans Terre des Hommes, par exemple, c'est maintenant que le désert devient vide. Le désert n'était pas vide tant que on pourchassait les razzias, tant qu'il y avait encore un danger, une aventure à vivre. Maintenant que le grand jeu de l'aventure dans ce pays extraordinairement cinétique et héroïque qu'est l'espace saharien est terminé, il n'y a plus d'aventure et c'est maintenant seulement que le désert est désert. Alors, j'aurais peut-être dû commencer, puisque vous avez parlé du mot l'aventure, j'aurais peut-être dû commencer par rappeler que désert, le mot même désert signifie la séparation. C'est-à-dire, le désert est par définition un reste. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose d'apocalyptique, quelque chose de fini, en quelque sorte, dans le désert, puisque le désert, c'est le stigmate, c'est la preuve que l'espace a été abandonné. C'est l'espace de solitude, c'est l'espace de déréliction. Et ce qui se passe avec la conquête de tous les déserts du monde jusqu'aux décolonisations, c'est précisément la déréliction des déserts, en quelque sorte. Peut-être qu'on pourrait montrer l'image numéro 10, le tableau de Guillaumet. Voilà. C'est ça. Alors, ça, c'est un tableau qui a représenté un coup de force qui a fait scandale au salon de 1868 d'un peintre qu'on qualifie à tort d'orientaliste parce qu'il est loin d'en avoir toutes les caractéristiques et qui est une sorte d'allégorie du désert. Et Guillaumet a nommé ce tableau le Sahara, mais tout de suite, c'est ça qui est intéressant, le public l'a rebaptisé le désert comme s'il avait trouvé enfin dans un objet visuel une icône du désert analogue au poème de Lamartine ou au désert de Félicien David. Pourquoi ? Parce que c'est une allégorie de la déréliction. Ce que vous voyez, c'est d'abord les premiers espaces concrets déserts auxquels les Français ont été confrontés au nord de l'Algérie. On est au nord, on est au sud de l'Atlas saharien, c'est-à-dire un reg. Et sur ce reg repose une nature morte,
un cadavre de chameau. On est au moment où, à l'Assemblée nationale, on s'interroge sur que faire au moment où on est en train d'exterminer littéralement la population algérienne qui souffre d'une famine effrayante. Guillaumet, qui était en étroit contact des officiers indigènes et qui connaissait parfaitement la situation, en fait, nous parle de cette mort à la fois réelle et symbolique dont le désert devient d'une certaine façon l'icône. Et vous mesurez l'écart entre, mais peut-être que j'anticipe sur vos questions, avec, on peut prendre l'image 15, voilà, l'image que vous avez en haut à gauche, d'un film de 1936, où ce que vous voyez comme la transformation est double. La nature n'est pas morte, mais puissamment animée par cette figure éminemment érotique de Marlène Dietrich. L'Atlantide est passée par là, 20 ans plus tôt, à peu près. Et surtout, le paysage n'est plus ce reg plat, désolé, mais cette dune sensuelle, voilà, dans laquelle on va se repayer, mais sur le mode du tourisme, ad libitum, ad nauseam, des aventures. Alors, Sylvain Venner, vous souhaitiez réagir sur ce point-là? Oui, c'est à propos de Syntex, parce qu'il dit, il a une formule, et je crois que c'est dans Terre des Hommes, il dit, qu'il ramasse bien tout ce qui se passe à ce moment-là. Il dit, le monde n'offrait qu'une heure de ferveur, et c'est nous qui l'avons vécu. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on ne se posait pas la question de savoir si il fallait vivre une aventure. Puis il y a eu ce moment où, précisément sous l'effet du sentiment d'une disparition des conditions qui avaient autrefois autorisé l'aventure, on érige l'aventure en valeur. Et puis le coup d'après, c'est fini, parce que les aventures ont été vécues et le monde passe tout à fait dans autre chose. Et il y a ce moment qui correspond effectivement, alors en gros, tout début du XXe siècle, où il y a tous ces personnages qui viennent dire, bon ben voilà, c'est fini, l'aventure est morte, mais nous au moins on l'a vécu. Et de leur point de vue, ils n'ont pas tort. Sauf que ça n'est que leur point de vue, bien sûr. Alors, on voit bien, on mesure en vous écoutant aussi ce que vous appelez le roman colonial, ou en tout cas ce que l'époque coloniale peut faire à cet imaginaire du désert. Est-ce que c'est la même chose aussi sur le voyage? Est-ce que le voyage lui-même ou la nature du voyage est transformée par cette question de la colonisation? Est-ce qu'elle modifie la question de l'aventure même, peut-être? Oui. Pour l'aventure, c'est sûr. Il y a eu, en 1938, salle Pleyel, Georges Simenon prononce une conférence qu'il intitule « L'aventure est morte ». À l'époque, Georges Simenon est surtout connu parce qu'il commence à être connu comme un auteur de romans policiers, mais il a commencé sa carrière sous divers noms de plumes, notamment Georges Sim, par exemple, où il écrivait des romans à toute allure, qui étaient pour beaucoup des romans d'aventure exotique, qui sont tout à fait illisibles aujourd'hui, mais qui avaient le mérite d'être écrits extrêmement vite. Une fois, il s'était fait enfermer dans une cage pour écrire un roman en 24 heures, par exemple, devant les yeux du public. Et il expliquait, en 1938, l'aventure est morte. Il dit, regardez, la carte nous avertit, regardez, la carte avec des colonies rouges pour l'Angleterre, bleu pour la France, jaune pour le roi des Belges, etc., etc. Donc des colonies, ça veut dire quoi? Des colonies, ça veut dire des colons qui viennent coloniser, des fonctionnaires qui viennent, enfin des administrateurs qui viennent administrer, des gendarmes qui viennent gendarmer. Donc par définition, s'il y a bien un lieu d'où l'aventure est expulsée, ce sont les colonies. Et c'est intéressant parce que ce discours-là, on peut tenir exactement le discours inverse. Par exemple, Paul Nizan, dans Aden Arabi, quelques années plus tôt, explique qu'on a utilisé les désirs d'aventure des jeunes hommes pour la paix sanglante des opérations coloniales. Puisque dans les principes du recrutement, notamment de l'infanterie de marine, il y avait ces affiches qui appelaient à l'engagement avec des images exotiques, notamment d'ailleurs des images de désert, bien souvent d'ailleurs des images de désert plutôt comme Marlène Dietrich ici, parce que c'était aussi associé avec des jeunes femmes de façon à, comme dit Nizan, aiguiser les grossiers appétits des jeunes hommes qui ensuite allaient s'engager dans l'armée. Et donc il y a cette idée que finalement le désir d'aventure, il a été largement utilisé pour
pour l'impérialisme. Là, c'est très compliqué, hein, parce que ce qu'on sait, c'est que les deux sont dits de tous les côtés. Mais oui, en historien du début du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les voyageurs ont été les fourriers des entreprises coloniales? Que finalement, si la canonnière de Joffre prend Tombouctou en 1894, c'est parce que René Caillé a été le premier à rentrer à Tombouctou en 1828. C'est pas évident à prouver, hein. C'est une interprétation. On peut même bien souvent prouver un peu le contraire, montrer par exemple que dans l'océan Pacifique, les îles qui ont été visitées par les marins français ne sont pas les îles qui ensuite ont été colonisées par les Français. Donc c'est un débat qui est par nature extrêmement idéologique et qui nous renvoie évidemment à ce qu'on pense être la nature de l'impérialisme du XIXe siècle, mais aussi en réalité à ce qu'on pense être la nature du voyage et de l'aventure. Alors avant de donner la possibilité de questions, je voudrais revenir vers vous une dernière fois, Marie Gautron, sur une question qu'on a évoquée, c'est la place des femmes dans l'imaginaire, dans les représentations. Mais est-ce que les femmes contribuent aussi, alors peut-être au XIXe siècle, mais ensuite à la fabrication même d'une sorte de mystique du désert? Est-ce qu'on a des femmes qui écrivent sur le désert, qui partent à l'aventure au désert? Bien sûr. Alors, j'évoquais Jeanne de Montmorency tout à l'heure dans un contexte bien différent, mais j'imagine que vous avez tous en tête la figure d'Isabelle Eberhardt, qui est d'autant plus singulière que la malheureuse, elle est morte noyée en plein Sahara, de la crue de l'oued dans l'oasis dans laquelle d'Ain Sefra. Isabelle Eberhardt, qui est pour le coup véritablement une figure d'aventurière, puisqu'elle a vécu des choses que ne vivent pas les femmes dans ce milieu, pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle a choisi l'islam. Elle était une musulmane et même une mystique soufie convaincue, qui a rencontré parmi les plus grands et les plus grandes mystiques de son temps au Sahara. Et d'autre part parce que elle a choisi de vivre au masculin, c'est-à-dire qu'elle s'habillait en homme la plupart du temps, de manière à pouvoir précisément accompagner des groupes de voyageurs algériens de différentes cultures à travers le Sahara. Donc Isabelle Eberhardt, dont les écrits ont été beaucoup manipulés avant de faire l'objet d'une édition enfin même totalement... Pardon? Ah bon, pardon. Voilà, les écrits d'Isabelle Eberhardt ont été manipulés beaucoup par l'un de ses premiers éditeurs, Barucan, mais ils font l'objet d'une édition complète et tout à fait sérieuse depuis maintenant quelques années. Isabelle Eberhardt on a beaucoup fait d'elle une sorte de Rimbaud que vous évoquiez tout à l'heure, de Rimbaud au féminin en quelque sorte, alors que leur parcours est évidemment infiniment différent. Une autre femme à laquelle vous pensez peut-être, c'est Odette de Puygodot, qui est le pendant avec sa compagne Marion Sénon, qui était en Mauritanie à l'époque, à ce moment que vous évoquiez tout à l'heure, ce moment de l'ultime dissidence, c'est-à-dire où le Sahara était encore un espace de danger. Au même moment, deux figures si hasardent, Marion Sénon, qui prend toutes les précautions possibles, qui est en lien avec les ethnologues de l'époque et qui revient vivante, elles reviennent vivantes toutes les deux de leur périple, elles écrivent des récits tout à fait passionnants et elles retournent voyager toujours dans différents coins de l'Ouest saharien. Au même moment, une tête brûlée, Michel Vieuxchange, accompagné par son frère qui reste, lui, à terre en quelque sorte, qui ne s'embarque pas dans ce voyage hasardeux avec son frère. Michel Vieuxchange décide d'atteindre la ville de Smara en zone dissidente et il y arrive en ne voyant à peu près rien parce qu'il fait le voyage enfermé dans un couffin à flanc d'Anès, Soudan, et il meurt de dysenterie tristement, pitoyablement sur le chemin du retour, ce qui n'empêchera pas de faire de lui une figure héroïque, une figure d'aventurier quasiment mystique. Voilà. Donc,
vous voyez, Odette de Puy-Godot est une sorte de contre-exemple féminin des usages qu'on peut faire de l'idée de voyage au désert, d'aventure au désert. Vous racontez ça avec moult de détails et informations, effectivement. En tout cas, je voudrais vous remercier dans un premier temps et puis donner la possibilité à toute personne qui le souhaite. Je crois qu'il y a des micros qui circulent. Donc, on a une question ici de monsieur devant. Comment ? Je ne suis pas sûr qu'il soit... Alors, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. J'étais venu ici en essayant d'apprendre beaucoup de choses. J'en ai appris beaucoup. Mais encore plus, je vous remercie parce que vous avez ouvert des tas de fenêtres, des tas de sujets qu'on pourrait passer des heures à discuter. C'est d'une richesse très importante. Je voulais rappeler au niveau des écrivains une pensée pour Théodore Monod, que j'ai interviewé dans ma carrière et qui a beaucoup fait pour populariser les déserts. On parlait aussi de tout ce qui a été fait par les peintres, les illustrateurs, les graphistes, qui ont fait pour la popularisation aussi de ces paysages de désert. Ils ont poussé aussi le tourisme, etc., etc. Mais je voulais faire une remarque sur le futur. Aujourd'hui, de nouveaux déserts apparaissent, c'est ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent conquérir des planètes style Mars et les coloniser, et ils sont présentés comme des aventuriers de la science, etc. On dirait qu'ils prennent un peu la suite de ces aventuriers qui allaient dans les déserts. Le problème, c'est exactement ce qui s'est passé avec les déserts comme le Sahara, c'est que c'est des gens qui ne sont pas des aventuriers de la science, de la technologie, des aventuriers qui veulent exploiter commercialement ces espaces qui sont pour l'instant des déserts. Donc on retrouve un peu ce qui s'est passé pour le Sahara avec le pétrole et tout, explorer de nouveaux déserts qui nous ont fait rêver jusqu'à présent. Beaucoup de gens rêvent de l'espace et qu'on veut transformer en sorte d'espace pour faire du mining, etc., etc. Dans le futur, ces déserts aussi risquent d'être exploités pour des raisons commerciales et bassement économiques. Merci, monsieur. Je ne sais pas qui veut proposer des éléments de réponse. L'exploitation de Mars, moi, ça m'a l'air assez lointain quand même, comme perspective. Hein. Oui, enfin, par contre, on peut peut-être dire que c'est pas un hasard, en effet, si la plupart des dystopies d'aujourd'hui, que ce soit dans la vidéo, les séries, le cinéma, bien sûr, choisissent bien souvent pour cadre des déserts. Il suffit de penser à Dune, par exemple, un ouvrage déjà ancien, mais film 2 fois récent. Voilà, donc c'est juste pour rebondir sur votre remarque, monsieur. Alors, on a une question de monsieur au fond là-bas. Oui, j'ai essayé. Bonjour et merci. J'avais une question, c'était sur peut-être une figure qui m'a manqué en fait. Alors la présentation elle est ramassée, hein, donc forcément on ne peut pas parler de tout, mais il y a peut-être la figure du solitaire en fait, finalement que le désert part un petit peu à notre part un peu misanthrope finalement, et qui ça aussi crée de la nostalgie, c'est-à-dire que le fait d'y aller fait que du coup on n'est plus aussi solitaire en fait. Donc peut-être cette figure-là qui m'a manqué. Marie Gautron. Oui, alors, en ce temps-là, le désert était peuplé d'anachorètes. C'est le premier mot d'un texte. Alors, la figure du solitaire, elle est au cœur même, on peut reprendre la toute première image, au cœur même de l'image du désert. Érémos, le moine solitaire au désert. On va au désert pour être seul. Les écrits, tous les écrits des pères du désert racontent cette chose stupéfiante que très vite, à l'époque des pères du désert, donc dans l'Égypte de l'Antiquité tardive, dans la Palestine, Syrie, etc., les ermites les plus célèbres étaient très vite rejoints par des adeptes qui s'installaient à leur côté. Et puis, à côté du mouvement érémitique, il y a le mouvement cénobitique, c'est-à-dire des communautés de solitaires. On retrouve ces deux composantes dans le motif pictural qui va courir sur des siècles de la Thébaïde, où c'est une sorte de scène presque cosmique où sont juxtaposées un très grand nombre de niches, en quelque sorte, qui sont à la fois des niches de solitude, de spiritualité, aussi presque des niches écologiques, où chaque solitaire vit
à proximité, mais à distance aussi, des autres solitaires, et qui se retrouvent en général pour l'office divin du dimanche. C'est ce que, ou a fortiori pour les cérémonies de funérailles. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais cette figure du solitaire, évidemment, là je l'évoque dans son arrière-plan des Pères du désert. On pourrait bien sûr remonter au texte sacré de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, où elle est constante, mais on pourrait évidemment aussi la décliner dans toute la littérature. Vous évoquiez peut-être le XVIIe, j'imagine, dans votre remarque. J'évoquais tout à l'heure La Fontaine, solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours. Là, c'est l'asile de la forêt dans laquelle on cherche la solitude. Pétrarque, par exemple, l'évoque très bien comme aussi pas seulement un lieu de repli spirituel ou de quête spirituelle, mais comme un lieu de construction de son être intellectuel et artistique. C'est un espace élitaire aussi, la solitude du désert. Voilà. Oui, j'ajoute qu'il n'y a rien de plus menteur à partir du 19e siècle que cette figure du solitaire. C'est que ça repose aussi beaucoup sur ce nouveau genre de récit de voyage qui met la personnalité du voyageur au centre. Et vous n'êtes jamais aussi autant au centre de votre récit que si vous êtes seul. Donc on a des récits où on a l'impression que les gens sont seuls, que ce soit à Lamartine au Liban ou des explorateurs en Afrique subsaharienne. Ils ne sont pas seuls. Ils voyagent d'abord avec des théories de porteurs, ils voyagent avec des guides, ils voyagent avec toute une série de gens qui vont invisibiliser dans leurs propres écrits pour mieux faire ressortir, comme dit Chateaubriand, leurs émotions, leurs sentiments, leurs aventures. Ils voyagent en Afrique du Nord avec ce qu'on appelle des droguements, qui étaient des interprètes, un petit peu partout. Et tout ça, ça disparaît. Alors, on va du coup héroïser des figures de solitaires parce qu'elles sont très exceptionnelles, en réalité, comme René Caillé, mettons, alors que c'est pas du tout la norme, mais que ça renvoie à un imaginaire du voyage et de l'aventure, où en partant loin de chez soi, seul, se confrontant au monde extérieur, on va se réaliser soi-même. Et pour ça, il faut être seul. Et Henri de Montfred, par exemple, qui est un de ceux qui ont le plus posé à l'aventurier dans les années 30, je me souviens de cette phrase de lui, « J'étais seul au milieu de races hostiles ». Il n'était pas du tout seul, en fait. Il était tranquillement à Djibouti avec des tas de gens, qui lui, il va qualifier de race hostile, mais il n'était pas seul. Et ce travail-là, la littérature de voyage telle qu'elle s'invente au XIXe siècle, elle les retorse, parce qu'elle nous oblige, si on veut lire ces textes en historien, à retrouver en réalité toute cette population qui est invisibilisée par les textes et qui a été, par exemple, décisive dans notamment les opérations de délimitation de frontières au moment de la constitution des grands empires. Oui, la peinture, le genre pittoresque en peinture contribue très largement à cette invisibilisation. On a aussi l'impression, en regardant les scènes de désert, que celui qui peint est seul au milieu du paysage ou des ruines ou de la race hostile. C'est-à-dire qu'on prend bien soin, dans l'économie pittoresque de l'image, d'éliminer tout ce qui pourrait rappeler le voyageur occidental et tous ses impedimenta, tout son matériel, ses gens, etc. Et pour prolonger ça, je précise qu'il y a aussi le voyage à deux, et que vous consacrez notamment un chapitre à la question du voyage de noces, mais c'est une autre question. On va prendre une dernière question. Monsieur, je crois que vous avez le micro. Oui, alors en même temps que le tourisme se développent les guides de voyage, le Baedeker, le Schex, le guide Richard. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les voyageurs, je pense aussi justement aux jeunes mariés, utilisent ces guides de voyage? Oui, c'est un des signes principaux de l'industrie du tourisme avec les agences. Il existe des agences de voyage spécialisées dans le voyage de noces, à Paris à la Belle Époque, par exemple.
Donc oui, c'est massivement utilisé et c'est surtout massivement tu, hein, puisque dans la logique du voyage romantique, il y a une phrase qui dit ça très bien. Je crois que c'est un auteur aujourd'hui bien oublié qui s'appelait Désiré Nizar. Il était un peu rappelé parce qu'il y a eu un bouquin il n'y a pas longtemps, Démolir Nizar, qui disait « Je fais grand cas du paysage que le touriste dédaigne ». Si vous voulez montrer que justement vous êtes plutôt du côté artiste, que vous êtes un voyageur et pas un touriste, eh bien vous allez vous éloigner de tout ce qui ressemble vaguement à la foule touristique. Donc vous n'allez en théorie pas utiliser les guides, pas utiliser les voyages. Évidemment, vous utilisez les guides et les voyages, mais quand vous racontez votre périple, pour poser aux vrais voyageurs, vous allez dire que vous êtes sorti des sentiers battus, que vous n'avez pas pratiqué ce que Théophile Gautier appelait le communisme du railway, c'est-à-dire le fait de voyager en groupe, et que vous avez réussi à vous rentrer dans les interstices qui vous ont permis d'accéder à une véritable compréhension du monde. Mais vous savez, ce réflexe qui était celui des vrais voyageurs de la première moitié du 19e siècle ou des aventuriers du début du 20e siècle, il est encore très présent aujourd'hui. Enfin, très très présent aujourd'hui. Y compris d'ailleurs dans la queue de comète actuelle de la littérature de voyage. Un grand merci à tous les deux, Sylvain Wener, Marie Gautron.